En 2016, des scientifiques ont extrait de l'ADN ancien d'une femme vieille de 5-0 ans enterrée près de Belfast. Leurs découvertes ont bouleversé tout ce que l'Irlande pensait savoir sur elle-même. J'ai demandé à Grock de trouver les découvertes les plus importantes et les plus méconnues de l'histoire génétique irlandaise, et il m'a répondu avec quelque chose dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Les personnes au teint foncé de l'ouest de l'Irlande sont appelées les Irlandais noirs depuis des générations. Cheveux d'un noir de jais, teint pâle, yeux aux accents plus méditerranéens qu'atlantiques. Et pendant tout ce temps, l'explication avancée était romantique. Des marins espagnols, une armada naufragée, des étrangers échoués sur le rivage et restés. Les généticiens ont désormais prouvé que cette histoire est un pur mythe. Ce que l'ADN révèle en réalité est bien plus ancien et bien plus extraordinaire. Ces traits sombres ne sont pas étrangers. Ils constituent le plus ancien héritage de cette île. Et ce que cela signifie pour l'identité irlandaise bouleverse tout ce que nous pensions comprendre. L'histoire la plus connue est la suivante. Nous sommes en 1588. L'armada espagnole, forte de 130 navires de guerre et de 30 hommes, la flotte navale la plus puissante jamais rassemblée, met le cap sur l'Angleterre pour l'envahir, mais échoue. La puissance de feu anglaise, des conditions météorologiques catastrophiques et une incompétence stratégique dispersent la flotte à travers l'Atlantique Nord. On m'a allé à Southwest. 26 navires, déviés de leur route, s'échouent sur la côte déchiquetée de l'ouest de l'Irlande. C'est là, selon la légende, que naissent les Irlandais noirs. Des marins espagnols, aux yeux sombres, aux teintes olivâtres et aux cheveux noirs, ont débarqué sur les plages irlandaises. Ils ont trouvé refuge auprès de familles irlandaises. Ils sont restés. Ils se sont mariés. Ils eurent des enfants. Et leurs descendants, ces personnes au teint sombre si particulier du Connemara, du Clare, du Donegal, sont leur héritage vivant. C'est une belle histoire. C'est une histoire romantique. Chaque famille qui l'a racontée s'est sentie liée au drame et à la tragédie de l'un des plus grands désastres navals de l'histoire. Il y a juste un problème. C'est faux. Loin de là. Voici ce que les archives historiques montrent réellement. Sur les quelques 6-0 marins espagnols qui ont fait naufrage sur les côtes irlandaises en 1588, la majorité n'a jamais atteint la terre ferme vivant. Les tempêtes qui ont détruit leurs navires ne se sont pas arrêtées à la ligne de flottaison. Des hommes en armure complète, affaiblis par des semaines en mer, se sont noyés par centaines dans les vagues avant même d'atteindre le sol irlandais. Ceux qui ont réussi à gagner le rivage n'ont guère eu plus de chance. À Street Hag Strand, dans le comté de Sligo, plus de 100 hommes ont été retrouvés, rescapés de 3 navires seulement. Un officier espagnol, le capitaine de Cuellar, survécut et laissa un récit écrit. Il y décrit comment ses camarades furent dépouillés et laissés pour morts par des habitants qui n'avaient que faire des hommes eux-mêmes, et seulement de leurs objets de valeur. Les quelques-uns qui s'enfuirent dans les collines furent traqués. Le gouverneur anglais, Sir William Fitzwilliam, émit un ordre permanent. Tout Espagnol trouvé vivant en Irlande devait être exécuté sur le champ. Un commandant anglais, Richard Bingham, se vanta d'avoir personnellement tué plus de 300 survivants de l'armada. Les chefs irlandais, qui auraient pu offrir refuge, se trouvaient face à des choix impossibles. Héberger des soldats ennemis de la couronne anglaise signifiait risquer la destruction de leur propre clan, de leurs terres, de leur vie. La plupart livrèrent les survivants. Les rares survivants qui ont échappé à l'Irlande ont finalement rejoint l'Écosse, puis la France, avant de rentrer en Espagne. Les historiens estiment que quelques centaines seulement de rescapés de l'armada ont séjourné de manière significative en Irlande. Presque aucun ne s'y est installé définitivement. On ne trouve aucun nom de famille espagnole dans les registres de naissance irlandais de la fin du XVIe siècle. Le généticien Dan Bradley, du Trinity College de Dublin, l'a clairement affirmé. La théorie de l'armada est un mythe. Une étude de référence menée en 2015 par Walter Bodmer à Oxford sur la génétique britannique et irlandaise n'a trouvé qu'une infime trace d'une ancienne contribution ibérique à l'ADN irlandais, antérieure de plusieurs milliers d'années à l'armada. Alors, si ce ne sont pas les marins espagnols qui ont donné naissance au teint foncé des Irlandais, qu'en est-il donc ? Pour répondre à cette question, il faut remonter bien plus loin que 1588.
bien plus loin que ce que l'on imagine. Nous sommes aux alentours de Dix-0 avant Jésus-Christ. La dernière période glaciaire est en train de se retirer. Pour la première fois depuis des millénaires, l'Irlande est habitable et les premiers humains à y arriver n'étaient pas les ancêtres de ceux que nous considérerions aujourd'hui comme typiquement irlandais. C'étaient des nomades chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient le long de la côte atlantique, suivant le gibier, pêchant dans les rivières et récoltant ce qu'un paysage post-glaciaire pouvait offrir. Leur apparence physique vous aurait surpris. En 2016, des scientifiques du Trinity College de Dublin sont parvenus à séquencer les premiers génomes humains anciens d'Irlande. L'un d'eux appartenait à une femme néolithique enterrée il y a environ 5-0 ans près de Belfast. Elle a depuis été surnommée la femme de Ballyneadie. Son profil génétique révélait une histoire inattendue. Elle avait les cheveux noirs, les yeux bruns et ses plus proches parents génétiques modernes ne vivaient pas en Irlande. Ils n'étaient pas en Grande-Bretagne. Ils vivaient au Proche-Orient. Elle descendait d'une vague d'agriculteurs de l'âge de pierre qui ont quitté la région du Croissant fertile il y a environ 6-0 ans, se sont progressivement répandus vers l'ouest à travers l'Europe et sont arrivés en Irlande en apportant l'agriculture, la tradition de la construction de monuments mégalithiques et surtout leur gène de pigmentation. Cheveux foncés, yeux foncés, des traits qui n'avaient rien à voir avec l'Espagne et tout à voir avec la migration antérieure aux pyramides. C'est la couche la plus ancienne. Des traits foncés étaient présents en Irlande avant même l'existence de Stonehenge, avant toute trace écrite en Europe. La femme de Ballyneadie a été enterrée avec ses caractéristiques sur cette île 3-0 ans avant même que l'armada espagnole ne soit envisagée. Puis, vers 2500 avant Jésus-Christ, tout a de nouveau changé. Une nouvelle migration a déferlé sur l'Irlande depuis les steppes orientales de l'Europe, depuis ce qui est aujourd'hui l'Ukraine et le sud de la Russie. Il s'agissait des peuples apparentés aux Yamnaya qui se déplaçaient vers l'ouest à travers la mer dans une vague qui a fondamentalement remodelé la génétique de tout le monde atlantique. Ils ont apporté le bétail, ils ont apporté le bronze, ils ont apporté les langues proto-celtiques qui allaient finalement devenir l'irlandais, le gallois et le gaélique écossais. Ils ont apporté des traits plus clairs, une tendance aux cheveux blonds et aux yeux bleus, ainsi qu'un marqueur génétique appelé haplogroupe R1b. Aujourd'hui, l'Irlande possède la plus forte concentration de R1b au monde. Plus de 80% des hommes irlandais en sont porteurs. La deuxième plus forte concentration ne se trouve ni en Grande-Bretagne ni en France voisine. Elle se situe au Pays basque, dans le nord de l'Espagne et plus largement dans la péninsule ibérique. Ces deux populations, les Irlandais et les Ibères, partagent une profonde parenté génétique qui remonte à une époque antérieure à Jules César, antérieure même à l'histoire écrite. C'est l'empreinte de l'âge du bronze atlantique, une culture maritime partagée qui s'étendait le long de toute la côte atlantique de l'Europe, du Portugal à l'Irlande, avec le commerce des métaux, les échanges de personnes et la construction de traditions communes sur des milliers de kilomètres d'eau libre. Voilà le véritable lien irlando-espagnol. Il ne s'agit pas de soldats naufragés sur une plage de Sligo en 1580, un lien de sang forgé il y a 4-0 ans, mais les strates ne s'arrêtent pas là. Et ce qui suivit explique quelque chose qui a intrigué les gens pendant des générations. Les Vikings arrivèrent en Irlande en 795 après Jésus-Christ. Ils arrivèrent d'abord en pillards, attaquant les monastères côtiers, emportant ce qu'ils pouvaient et repartant avant qu'une résistance organisée puisse se former. Puis ils s'installèrent, ils bâtirent des colonies. Ils s'allièrent par mariage avec des familles irlandaises sur plusieurs générations et laissèrent derrière eux leur empreinte génétique. Aujourd'hui, environ 20% des hommes irlandais de certaines régions possèdent des gènes vikings détectables dans leur chromosome IP. Les pillards devinrent de voisins. Les voisins devinrent de familles. Les Normands arrivèrent en 1169. Des descendants francophones de colons nordiques, porteurs de leur propre patrimoine génétique originaire du nord de la France. Ils arrivèrent non pas en pillards, mais en conquérant aux ambitions administratives. Ils construisirent des châteaux, fondèrent des villes et s'y implantèrent durablement. Leur influence sur la vie politique irlandaise s'est avérée bien plus durable que quiconque ne l'avait imaginé à l'époque.
Des noms de famille comme Fitzgerald, Burke et Power portent encore aujourd'hui la trace de l'héritage normand. 1000 ans plus tard, cet héritage génétique est toujours perceptible. La colonisation anglaise à partir des années 1500 a amené des vagues successives de colons venus de toute la Grande-Bretagne, apportant avec eux toute la diversité génétique d'une île déjà façonnée par ses propres migrations successives en provenance d'Europe continentale. Chaque vague a apporté sa pierre à l'édifice. Chaque vague a modifié la population de manière à créer, au fil des siècles, le paysage génétique complexe que les analyses modernes permettent désormais de déchiffrer avec une précision considérable. Mais voici le schéma qui importe. Chacune de ces vagues a touché principalement l'Est et le Sud. Les Normands s'installèrent sur la côte Est et dans les Midlands. Les Vikings établirent leurs villes de Dublin, Waterford, Cork et Limerick sur les côtes Est et Sud. La colonisation anglaise se concentra en Ulster et dans le Munster. L'Ouest était toujours le dernier endroit atteint, le plus résistant, le plus isolé des forces qui remodelaient sans cesse le reste du monde. Et puis Cromwell a rendu cet isolement permanent. Dans les années 1650, les catholiques irlandais dépossédés se virent offrir un choix qui entra dans l'histoire en 4 mots, l'enfer ou le Connacht. Il les envoya dans le coin le plus aride, rocailleux et reculé de l'île, une terre si pauvre qu'un administrateur anglais fit cette observation restée célèbre. Il n'y avait ni assez d'eau pour noyer un homme, ni assez d'arbres pour en pendre un, ni assez de terre pour l'enterrer. Paradoxalement, cet exil brutal préserva quelque chose. Les populations déplacées vers le Connacht, déjà parmi les plus gaéliques, les plus anciennes et les plus originales génétiquement des habitants de l'île, furent encore plus isolées. Leur diversité génétique se réduisit. Leurs caractéristiques les plus anciennes ont persisté en concentration que les régions les plus accessibles d'Irlande avaient depuis longtemps diluées. C'est pourquoi les Irlandais noirs sont principalement concentrés dans l'ouest, comtés de Galway, Clare, Mayo, Connemara et île d'Arran. La côte atlantique a abrité les populations les plus anciennes car sa situation géographique, puis l'exil délibéré, en ont fait l'endroit le plus difficile d'accès et le plus facile à ignorer pour les colonisations extérieures. Ce qui ressemble à une anomalie sur la côte ouest de l'Irlande n'en est pas une. C'est une préservation. Mais le terme utilisé pour désigner ces personnes ne vient pas du tout d'Irlande. Il vient d'Amérique et il est né de la haine. L'expression « Irlandais noir » n'est pas originaire de l'ouest de l'Irlande. Elle n'est pas née dans les villages de pêcheurs du Connemara, ni dans les communautés des collines du comté de Clare, ni dans aucun des lieux où les personnes au teint sombre qu'elle allait décrire avaient vécu pendant des générations. La professeure Mary Burke de l'Université du Connecticut a passé des années à étudier cette expression et ses origines. Sa conclusion est frappante. L'expression « Irlandais noir » apparaît pour la première fois dans les archives américaines dès les années 1830. Elle s'est répandue dans le langage courant dans les années 1840. Ce n'est pas un hasard. Cette décennie correspond à celle de la Grande Famine. Entre 1845 et 1852, le mildiou de la pomme de terre a ravagé les ressources alimentaires irlandaises avec une telle violence qu'il est encore difficile de s'en représenter pleinement l'ampleur. 1 million de personnes sont mortes, 2 millions d'autres ont fui, la plupart vers les États-Unis. Ils arrivèrent à Boston, New York et Philadelphie, malnutris, traumatisés, catholiques dans une société dont l'establishment protestant considérait leur foi comme une sorte de contagion étrangère ou de faute morale. Ils parlaient gaélique ou anglais avec des accents qui les reconnaissaient immédiatement. Ils se disputaient les emplois les moins bien payés et les plus ingrats dans les villes à la croissance la plus rapide du monde. Ils n'étaient pas les bienvenus. Le mouvement nativiste Know Nothing les déclarait racialement inférieurs, avec une assurance qui ne nécessitait aucune preuve, car les preuves n'étaient jamais l'essentiel. Des pancartes indiquant « Interdit aux Irlandais » sont apparues dans les vitrines des magasins à travers les villes américaines. Les journaux publiaient des caricatures représentant les immigrants irlandais comme des sous-hommes, les dessinant avec des traits simiesques exagérés, destinés à les placer en dehors des frontières de la blancheur que la société américaine construisait avec une rigidité croissante dans les années précédant la guerre de sécession. Le sentiment Know Nothing a alimenté l'hostilité. C'est dans ce climat de mépris organisé que les Irlandais noirs sont devenus une arme. Elle fut déployée spécifiquement pour séparer les Irlandais nouvellement arrivés
désespérés par la famine, des Irlandais américains d'avant la famine, plus respectables, qui avaient déjà commencé à s'assimiler au tissu social. L'expression « Irlandais noir » sous-entendait une infériorité, une appartenance à une catégorie de personnes qui n'étaient pas tout à fait blanches. Elle servait à bloquer la promotion sociale, à justifier l'exclusion, à stigmatiser toute une catégorie de personnes comme étant différentes dans une société qui avait décidé que la différence était disqualifiante. Certains Américains d'origine irlandaise ont détourné l'expression de son sens premier, l'utilisant pour justifier l'ascendance afro-américaine et les tentatives de certaines familles de se faire passer pour blanches au sein de la société. Un terme inventé pour blesser est devenu un outil de dissimulation, puis, au fil des générations et de l'éloignement de ses origines, quelque chose d'encore plus étrange. F. Scott Fitzgerald l'a utilisé dans ses écrits, lui conférant une qualité romantique et mélancolique. Robert E. Howard a dépeint ses personnages irlandais noirs comme sombres, passionnés et fougueux. L'expression s'est chargée de mythes, comme c'est le cas pour les expressions lorsque ceux qui les utilisent ont oublié l'intention de leurs inventeurs. Une insulte est devenue une identité, une arme est devenue un emblème. Une étiquette conçue pour exclure est devenue une source de fierté pour des millions d'Américains d'origine irlandaise qui savaient porter en eux quelque chose qui ne correspondait pas à l'histoire officielle. La mythologie a occulté la vérité, et la vérité, lorsque la génétique a finalement révélé le vrai visage de cette vérité, s'est avérée plus remarquable encore que tous les mythes. Dépouillons-nous de la légende de l'Armada, dépouillons-nous de l'insulte américaine et du mythe romantique qui s'est développé autour. Dépouillons-nous de toutes les histoires racontées sur l'origine des traits sombres et les raisons de leur persistance. Ce qui reste, c'est l'héritage génétique. Et les données génétiques ne racontent pas d'histoire à des fins sociales. Elles enregistrent ce qui s'est passé au niveau des paires de base, des distributions d'haplogroupes et des variations des gènes de pigmentation qui se sont accumulées sur des centaines de générations sans demander la permission à personne. Ce qu'elles enregistrent à propos des Irlandais noirs, c'est ceci. Les traits sombres ne sont pas une anomalie dans l'histoire génétique irlandaise. Ils constituent l'histoire elle-même. Ils représentent la survie des plus anciens lignées génétiques de l'île, des liens qui remontent à l'époque précédant l'agriculture, la métallurgie et toute trace écrite en Europe, jusqu'aux tout premiers humains qui ont foulé le sol irlandais après la fonte des glaces. Réfléchissez à ce que sont réellement les cheveux roux. Ce trait caractéristique devenu le symbole de l'identité irlandaise, ce détail que tout étranger évoque pour décrire les Irlandais, est en grande partie d'origine viking. Il est arrivé avec les pillards scandinaves il y a environ 100 ans. Dans la longue histoire génétique de l'Irlande, il s'agit d'un ajout récent. Le teint clair, considéré comme typiquement irlandais par le monde extérieur, est principalement apparu avec les migrants des steppes de l'âge du bronze, les peuples apparentés au Yamnaya, arrivés il y a seulement 40 ans. Une période récente au regard des populations déjà présentes sur l'île à leur arrivée. Mais les cheveux d'un noir de jais, les yeux sombres, la peau qui bronze plutôt que de brûler, cela remonte à 10 ans. Elle établit un lien direct avec la femme Balan Ahadi et ses ancêtres agriculteurs du Proche-Orient arrivés en Irlande avant l'existence des pyramides et qui ont laissé leur empreinte génétique dans les populations occidentales où la colonisation extérieure n'a jamais pleinement atteint. Les études de génétique des populations montrent systématiquement que les Irlandais de l'Ouest sont génétiquement distincts des Irlandais de l'Est, et ce, d'une manière qui correspond précisément aux schémas historiques de peuplement et d'isolement. L'Ouest a conservé la signature génétique pré-âge du bronze, la couche d'agriculteurs néolithiques du Proche-Orient, dans des concentrations plus élevées que partout ailleurs sur l'île. Les visages du Connemara d'aujourd'hui portent un patrimoine génétique façonné davantage par le monde de 3000 avant Jésus-Christ que par tout ce que les Vikings, les Normands ou les colons anglais ont apporté par la suite. Quand on regarde un visage d'Irlandais noir, cette qualité d'être à la fois ancien et vivant, c'est ce qu'on voit. 10 ans de présence continue sur une seule île. Une génétique qui a survécu à chaque conquête, chaque plantation, chaque famine, chaque diaspora, suffisamment intacte pour être encore lisible dans une pommette et une couleur de cheveux au XXIe siècle. L'histoire de l'Armada laissait entendre que ces traits sombres étaient étrangers.
L'insulte américaine sous-entendait la même chose, dans un langage plus cru. Tous deux s'accordaient sur le même postulat de base. La noirceur du visage irlandais était associée à une influence extérieure. La génétique a apporté un éclairage nouveau sur ce postulat. Les traits foncés ne constituent pas l'élément étranger dans l'histoire irlandaise. Ils en sont l'élément le plus ancien, et sa signification dépasse largement la couleur des cheveux ou des yeux. Le mystère des Irlandais noirs n'a jamais vraiment concerné l'apparence physique. Il s'agissait toujours d'appartenance, de savoir qui pouvait être considéré comme véritablement irlandais, des histoires que les gens se racontent lorsqu'ils ont besoin d'une identité à laquelle se raccrocher, et des histoires que racontent à leur sujet les autres qui ont besoin d'une catégorie pour les exclure. Les aspects sombres n'étaient qu'une surface. Le débat sous-jacent portait toujours sur l'authenticité, l'origine, qui était arrivé en premier et qui était arrivé comme étranger. La légende de l'Armada était séduisante précisément parce qu'elle répondait à ce débat par une dimension romantique. Elle offrait aux Irlandais à la peau sombre un symbole cinématographique auquel se raccrocher. Un événement fondateur dramatique, des soldats naufragés, la survie contre toute attente, une histoire imprégnée d'histoire même si cette histoire est inventée. Les gens ne s'accrochent pas aux mythes par paresse ou par crédulité. Ils s'y accrochent parce que les mythes ont une utilité. L'histoire de l'Armada était utile car elle permettait d'expliquer les traits sombres sans les rendre menaçants pour la perception que quiconque avait de ce à quoi les Irlandais étaient censés ressembler. L'insulte américaine fonctionnait à l'inverse. Elle utilisait la même réalité physique, les mêmes cheveux et yeux noirs, et en faisait un mécanisme d'exclusion. Le mythe romantique et le mépris organisé s'accordaient sur le même postulat. Les traits sombres d'un visage irlandais exigeaient une explication extérieure. Il s'agissait d'une déviation par rapport à une norme qu'il fallait expliquer. Ce que la génétique a produit n'est pas un perfectionnement de ce principe, c'est sa démolition. La norme n'a jamais été ce que l'on croyait. L'apparence typiquement irlandaise, avec sa peau claire, ses cheveux roux et ses yeux clairs, est elle-même le fruit de plusieurs migrations successives, arrivées après l'installation des premiers habitants. La contribution majeure la plus récente à cette apparence est celle des pillards scandinaves. Il y a Unsant Hans, le trait que tout étranger imagine lorsqu'il se représente un visage irlandais est, dans la longue histoire de l'île, pratiquement récent. Les traits sombres remontent 2 fois plus loin dans l'histoire irlandaise écrite, 3 fois plus loin encore que les Red Vikings. Ils se rattachent à une population qui cultivait le paysage irlandais et construisait des monuments mégalithiques avant même que les peuples dont les migrations définissent l'histoire génétique irlandaise conventionnelle n'aient posé le pied sur l'île. Si vous présentez ces caractéristiques, si un membre de votre famille a été qualifié d'Irlandais noir, que ce soit par compliment, par insulte ou de façon nuancée, votre patrimoine génétique est sans équivoque quant à vos origines. Il ne s'agit pas de sang étranger, ni de l'héritage d'un naufrage, ni d'une anomalie nécessitant une explication. Le sang le plus ancien de l'île. Un héritage génétique si ancien qu'il précède le concept même d'Irlande. Ceux qui affirmaient avec le plus d'insistance que leur couleur de peau était étrangère se sont révélés, selon tous les critères que la génétique moderne peut appliquer, porteurs des racines les plus profondes. La présence continue la plus longue. Le lien le plus ininterrompu qui unit l'Irlande d'aujourd'hui à l'île telle qu'elle était, lorsque les premiers humains l'ont découverte émergeant des glaces. Ce n'est pas une note de bas de page à l'histoire irlandaise, c'est son chapitre le plus ancien. Lorsque j'ai remis ce document à Grock et lui ai demandé sa signification, il m'a renvoyé quelque chose qui méritait réflexion. La réponse à un mystère concernant les cheveux noirs et la peau pâle s'est avérée être une réponse concernant le temps lui-même, à propos de ce qui survit lorsque des empires s'élèvent et s'effondrent, que les plantations remodèlent un paysage et que les famines vident des comtés entiers. À propos de la différence entre ce qu'une culture décide d'appeler authentique et ce que la génétique enregistre discrètement, sans demander la permission. La femme Balan Ahadi fut enterrée près de Belfast il y a 50 ans. Elle avait les cheveux noirs et les yeux bruns. Les visages de la côte ouest de l'Irlande portent aujourd'hui son héritage génétique. Cette continuité a survécu à tout, à chaque conquête, à chaque étiquette. Toutes ces histoires, racontées par ceux qui voulaient donner à ces traits sombres une signification étrangère, se sont avérées fausses. Ils avaient une signification originelle.
Les Irlandais noirs ne sont pas un mystère né d'un naufrage. Ils sont un mystère issu du temps lui-même,